Vous écoutez Ici Rueil. Bienvenue à tous, chères auditrices et auditeurs. La médiathèque nous ouvre ses portes. Ce lieu vivant, ouvert à la découverte et au partage. Conférences passionnantes, rencontres littéraires qui rapprochent, autant de moments forts qui nourrissent la curiosité et font vivre la culture au cœur de notre ville. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre littéraire avec Laurent Godet pour découvrir son univers et ses inspirations. Auteur majeur du XXIe siècle, Laurent Godet, né en 1972, s'est d'abord illustré au théâtre avant de connaître un succès retentissant en littérature. Lauréat du prix Goncourt en 2004, il explore dans ses romans et pièces des thèmes universels tels que l'exil, la mémoire, le deuil et l'espoir avec un style lyrique et épique. Voyageur engagé, il puise son inspiration dans le monde contemporain, abordant des sujets comme les migrations ou les fractures sociales. Son œuvre, riche et variée, s'étend du théâtre à la poésie, en passant par la dystopie, et figure aujourd'hui parmi les incontournables du paysage littéraire français. En vous entendant, je me disais, cher Laurent Godet, que vous aimez quand même changer d'un livre à l'autre. C'est sûr que vous aimez aller dans l'Antiquité, vous étiez sur les terrasses, malheureusement beaucoup plus proche du 13 novembre, c'était en 2024 que vous aviez sorti ce livre. Juste avant, vous aviez sorti Chien 51, puis maintenant Zem, où là, on est dans une très légère anticipation. Ce choix de lieux et de temps différents, c'est pour ne pas vous ennuyer quand vous écrivez? Eh ben, exactement. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Oui, la vie est très courte quand même, donc j'ai pas du tout envie de m'ennuyer. C'est d'ailleurs, en fait, pour tout vous dire, c'est le premier critère quand j'essaye de sous-peser une idée pour savoir si elle peut faire l'objet, en ce qui me concerne moi, d'une aventure qui mènera à un roman ou à un récit. Le premier critère, c'est celui-là. Est-ce que ça va m'amuser? Est-ce que je vais apprendre des choses? Est-ce que ça m'emmène à un endroit où j'ai jamais été? Est-ce que ça me met un peu en tension parce que je ne sais pas faire ça? J'aime bien ce côté-là. Donc effectivement, par exemple, l'anticipation, c'était vraiment, c'était ça. J'avais ça dans un coin de la tête depuis quelques années, mais sans que ce soit vraiment, dans un premier temps, urgent. Je m'étais dit, est-ce qu'un jour je ferai ça? Est-ce que je sais faire ça? Et puis je me suis dit, bah, en fait, non, tu ne sais pas le faire, donc essaye. Moi, j'aime bien ces petits paris qu'on se lance à soi-même. Mais alors, rentrons tout de suite dans les plus récents. Chien 51, comme vous le disiez, effectivement, vient d'être adapté au cinéma et sort la semaine prochaine avec des comédiens qu'on voit aussi partout et qui viennent parler du film, que sont Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos. Je l'ai prononcé sans me tromper. J'ai répété devant ma glace depuis un moment, mais là, je suis fière de moi. Et donc, alors, je rembobine. Vous écrivez Chien 51, vous savez que vous écrirez Zem ensuite. Pour moi, qui ai lu les deux, je me dis que ça n'est pas grave de lire Zem sans lire Chien 51, car les deux sont indépendants, que vous reprenez un petit peu dans Zem ce que vous avez laissé dans Chien 51. Mais vous, c'était quelque chose de complètement construit? Alors, non, la réponse va vous paraître un peu bizarre, c'est parce que c'est oui et non. Euh, Bizarrement, quand j'ai commencé Chien 51, je savais qu'il y aurait un deuxième livre derrière, mais je ne savais pas du tout de quoi il serait fait. C'est-à-dire que non, je n'ai pas travaillé en ayant la totalité de l'intrigue sur deux livres et en coupant en deux, en me disant je vais d'abord faire le un et quelques années plus tard je me mettrai au 2, mais en sachant quel est l'arc narratif de l'ensemble. Non, non, j'ai travaillé Chien 51 et tout ce que j'avais, je l'ai mis dans Chien 51 à l'époque. Et puis une fois que Chien 51 a été terminé, je me suis demandé comment continuer cette aventure-là, qui allait la continuer, est-ce que les deux personnages étaient présents, est-ce qu'on était 6 mois plus tard, 2 jours plus tard, 10 ans plus tard, 100 ans plus tard. Toutes ces questions, je me les suis posées. Je vous dis ça pour vous montrer à quel point je n'avais pas prévu l'intrigue de Zem. En revanche, c'est vrai que j'avais dès le début l'idée qu'il y aurait deux livres. Alors ça peut paraître un peu bizarre et je ne sais pas très bien vous dire pourquoi, mais probablement, probablement que j'ai senti très tôt que
ce geste d'anticipation que je faisais, c'est-à-dire prendre le temps d'essayer d'imaginer un monde qui soit quand même un peu le monde de demain, je me suis dit, il faudra 2 livres pour le déployer totalement. Donc, en fait, j'ai assez vite eu cette certitude qu'il y aurait un diptyque, oui. Alors, vous dites c'est de l'anticipation, enfin, on dit de la dystopie, c'est-à-dire quelque chose de sombre. Mais en lisant ces 2 livres, je vois des drones, je vois des gens dont on ne veut pas et dont on veut se débarrasser parce qu'ils sont étrangers ou parce qu'ils sont trop pauvres. C'est une anticipation terriblement présente. Oui, alors il y a 2 raisons à cela, je dirais. La première, c'est qu'effectivement, ce n'est pas tant un travail de projection dans le très très lointain que pour moi un travail quasiment sur l'aujourd'hui. En fait, comment j'ai fait pour travailler sur Chien 51 et sur Zem? J'ai lu les journaux, à dire vrai. Aïe, aïe, aïe. Ce qui rend la chose un peu triste, mais je ne vous mens pas, 95% des choses qui sont dans ces 2 livres-là sont des choses qui existent, que j'ai trouvées à droite à gauche. Alors après, il y a quand même un geste d'anticipation dans le sens où ces choses existent, mais je les ai empirées, où j'ai fait en sorte qu'elles soient dominantes alors que pour l'instant, elles ne sont que encore sous forme d'innovation, par exemple, où j'ai supprimé toute contestation alors que pour l'instant, il y a encore des forces progressistes qui essayent de faire en sorte qu'on n'aille pas vers ça. Donc évidemment, à la fin, cette concentration de choses qui existent mais qui sont quand même un peu le pire de ce qui existe, plus le fait de gommer toute contestation autour, plus le fait d'accentuer, de pousser le trait, fait qu'on est face à un monde dystopique. Mais moi, mon travail a consisté à aller chercher dans les journaux, de traquer tout ce qui me semblait d'ores et déjà porteur de dystopie. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a intéressé, en fait. C'est ce que j'ai le plus aimé dans ce travail-là, c'est que ça n'a pas cessé pour moi de m'obliger à m'intéresser à aujourd'hui, à questionner aujourd'hui. Et c'est cet aller-retour, en fait, que je propose aussi aux lecteurs et aux lectrices. C'est-à-dire que je pense que pour celles et ceux qui liront Chien 51 et ou Zem, le plaisir, il est là aussi. Et je parle de plaisir exprès, même si les mondes sont un peu sombres, c'est de se dire, tiens, ah, même ça existe déjà. Tiens, oh là là, ça, j'ai pas envie qu'on y aille, mais en fait, on a déjà esquissé un petit mouvement vers ça. Donc, après, il y a une autre raison, et je tiens à le dire aussi, c'est que, c'est que le monde va très très vite et qu'il y a plein de moments où moi j'ai été rattrapé par le monde. C'est-à-dire que je prends 2 exemples. Un que vous avez cité, les drones. J'ai commencé à écrire Chien 51 avant l'invasion de l'URSS en Ukraine, de la Russie en Ukraine, et où, en tout cas, avant les grandes batailles auxquelles nous assistons aujourd'hui, et dans lesquelles on a vu l'avènement du drone comme outil de guerre, ce qui n'était pas tout à fait le cas au démarrage. Donc, à un moment donné où le monde va tellement vite qu'effectivement, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans les bombardements, dans l'utilisation du drone comme arme de guerre, on se dit, ben, on est dans Zem. Mais c'est simplement que moi, j'avais un... Oui, c'était pas le cas au moment où je m'y suis mis. Même chose pour... je prends un autre exemple. Dans Chien 51, il est quand même question d'une grande société type GAFAM qui achète la Grèce. Pour moi, c'était de la science-fiction. C'est-à-dire que cette idée... Alors, pour vous dire ce que je disais tout à l'heure, j'ai trouvé ça dans les journaux. Le port du Pirée a déjà en grande part été acheté par la Chine. La Chine achète des terres arables en Afrique. Donc il y a un mouvement qui existe d'achat, de prédation des territoires. Mais moi, je me disais quand même, un pays, non, on n'y est pas. Et donc justement, ça sera de la science-fiction parce que je ne pouvais pas imaginer quand j'ai commencé Chien 51 que 3 ou 4 années plus tard, un président des États-Unis parlerait d'acheter le Groenland. Je ne pouvais pas l'imaginer. Mais encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai du mal à l'imaginer. Donc, c'est une autre manière de vous répondre. C'est qu'il faut quand même bien dire que le monde va vite et me rattrape sur plein de points qui n'étaient pas, qui étaient encore de l'ordre de la dystopie et de la science-fiction au moment où je me suis mis au travail. Et puis qui aujourd'hui... Alors, Trump n'a pas encore acheté le Groenland, donc ça reste dystopique. Mais rien que le fait que ça soit évoqué, évocable, envisageable, est quand même assez effrayant. Oui. Alors, moi, je ne me lancerai pas dans une présentation de ces 2 livres. Je préfère que ce soit vous qui donniez quelques pistes sur les 2 personnages principaux, que sont Zem et Salia, et puis sur ce monde
particulier. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, avant qu'on entre, vous disiez, puis vous me direz si j'en dis trop. Mais comme moi, j'ai pas envie d'en dire trop, je vous laisse en dire le moins possible. D'accord. C'est facile comme exercice. Alors, vous faites des grands signes pour si jamais vous n'avez pas envie d'en savoir plus, hein. Je vais essayer d'être à la fois précis et très limité. Le point de départ de Chien 51, c'est cette idée que j'ai eue un jour. Je me suis dit, et si effectivement une grande société mondiale rachetait un pays? Et c'est vrai que j'ai pensé à la crise de la dette grecque. Et donc le point de départ de Chien 51, c'est ça. C'est la Grèce a été au bout du pire, contrairement à ce qui s'est passé dans la réalité. Elle a vraiment fait banqueroute. Et une société qui s'appelle Goltex a levé le doigt en disant « mais moi, il n'y a pas de problème, je rachète la Grèce ». Et dans ce rachat de la Grèce, ce qui m'intéresse, c'est que ça soit à la fois un rachat du sol, de la géographie, le territoire grec appartient à Goltex, mais aussi les gens qui sont grecs, qui deviennent donc, qui ne sont plus grecs, puisque la Grèce n'existe plus, mais qui deviennent des employés ou des membres de cette grande société. Et donc j'ai inventé ce mot valise, ils deviennent des salariés, c'est-à-dire des citoyens salariés. Voilà. Et mon personnage principal est un Grec qui voit cette chose-là. Il est tout jeune homme quand le rachat de son pays a lieu. Il essaye d'ailleurs de s'y opposer avec des amis du même âge, dans des groupuscules très militants anti-rachat. Et puis ils sont du côté des perdants, puisque la chose se fait quand même. Et à partir du moment où il perd, il fait comme tous les Grecs, il quitte le territoire grec, ex-grec, et il rejoint Goltex, dans notamment la grande ville de Goltex, qui s'appelle Maniapol. Et donc Zem Sparak, puisque c'est son nom, va devenir un salarié, un membre de Maniapol. Et à partir du moment où il arrive à Maniapol, il devient policier. Il travaille dans la zone 3, c'est-à-dire la zone la plus défavorisée et chaotique de Maniapol. Il est flic, il est chien, en fait, comme on le dit dans ce monde-là. C'est-à-dire que on appelle les flics qui travaillent dans la zone 3 des chiens, parce qu'ils sont dans les caniveaux et ils ont affaire avec la boue et le pire de Maniapol. Voilà. Ce n'est pas du tout le cas de Salia, qui est une inspectrice de la zone 2, donc dans une zone plus favorisée, qui est à peu près la zone moyenne et confortable de Maniapol. Elle est beaucoup plus jeune, donc elle est née à Maniapol. Elle n'a pas connu d'autres pays. Et ça m'intéressait. Alors, ils sont réunis à cause d'une enquête. Ce n'est pas volontaire. C'est la première fois dans Chien 51, c'est la première fois qu'ils sont mis en présence l'un de l'autre. Ils vont être obligés de travailler ensemble par rapport à l'enquête dont je ne dis rien. Et cette rencontre les transforme un peu tous les deux. Mais c'est vrai que c'est très important pour moi que le personnage de Zem est un personnage qui a en lui un monde qui n'existe plus, la Grèce, et qui trimballe cette espèce de mélancolie ou de monde perdu qui est totalement étranger à ce qu'elle est elle, parce qu'elle, au démarrage de Chien 51, c'est une jeune femme ambitieuse, ce qui n'est pas un crime, hein. Elle a envie de faire carrière, elle est assez efficace, et elle ne met jamais en doute le fonctionnement de ce qui l'entoure, parce que c'est son monde, elle le connaît, elle a l'habitude, et il est un petit peu le grain de sable qui va venir faire, non pas dérailler, mais en tout cas venir inviter un regard critique dans sa vie aussi à elle. Et puis alors là, j'enjambe tout ce qui se passe dans Chien 51, parce que je suis trop... Et juste pour dire que Zem, effectivement, j'ai essayé beaucoup, c'est à la fois la suite de Chien 51 dans la mesure où c'est le même monde, on est toujours à Maniapol, on va être en présence de Zem et de Salia qui sont toujours là, donc c'est clairement la suite pour toutes ces raisons-là. Mais c'est vrai qu'une grosse partie du travail de l'écriture de Zem, sous l'invitation et l'indication pertinente de mon éditeur, a consisté à essayer de faire l'effort de me dire Zem doit être potentiellement lu par des gens qui n'ont pas lu Chien 51. Donc c'est vrai que j'ai essayé, autant que faire se peut et sans être indigeste, de réintroduire dès le début de Zem beaucoup d'informations pour qu'on puisse aussi démarrer là-dedans, dans ce monde-là, sans savoir tout ce qui s'est passé précédemment. Ce qui était un travail que j'avais complètement sous-estimé et qui a été très important. Et alors juste, sans rien dire de ce qui se passe dans Zem, mais pour vous dire, c'est 3 ans, finalement j'ai choisi que ce soit 3 ans plus tard, 3 ans après la fin de Chien 51. Et la seule chose qu'on apprend très vite, c'est que pendant ces 3 années-là, Zem et Salia ne se sont pas revus, ne se sont pas reparlés.
étaient très fâchés l'un contre l'autre. En tout cas, Zem était fâché contre Salia. Et ils se retrouvent à nouveau pour une enquête. La seule différence, c'est que Zem n'est plus un policier. Il a changé de métier. Il est maintenant garde du corps d'un homme politique qui est très en vue et qui est très puissant. Et c'est parce qu'il est garde du corps de cette personne-là qu'il est amené à suivre l'enquête qui sera le cœur de Zem. J'ai beaucoup parlé et j'ai rien dit vraiment. Je préfère que ce soit vous vous l'avez fait magistralement, en ne disant pas trop, mais en disant suffisamment. Mais c'est vrai que alors moi, c'est ce livre, enfin Parlons de Zem, par exemple. C'est un livre qui m'a beaucoup ému parce que c'est à la fois effectivement un livre d'anticipation, un roman policier avec une enquête, un roman social aussi parce qu'on voit tous ces personnages qui sont perdus, méprisés, délaissés, tués. Et puis un livre avec un livre de quelque chose une ouverture sur l'amour et sur la conscience sociale aussi. Donc c'est un livre très multiple. Je pense que vous l'avez écrit dans ce sens-là, c'est-à-dire en gardant les règles de la dystopie, mais en y glissant ce côté-là, à la fois un mélange de poésie et de police. Non, mais je prends très volontiers. Non, mais c'est vrai que là, je parle des deux, du diptyque dans sa totalité, parce que d'une certaine manière, pour moi, c'est le même geste. Je me suis jamais dit un beau matin, tiens, je vais devenir un auteur de SF, ou de polar d'ailleurs, parce qu'il y a dans les deux, il y a une intrigue policière. Je dis ça parce que je ne suis pas un énorme lecteur ni de polar ni de SF, donc mon but n'a jamais été de me dire je vais me transformer maintenant en un incroyable page-turner de SF ou de polar. Non, mon ambition, elle n'est pas du tout à cet endroit. Mon ambition, elle était de se dire il y a dans ces genres-là des choses qui m'intriguent, qui m'intéressent, et que je dois pouvoir, j'imagine, inviter un petit peu dans mon monde à moi, parce que ça sera intéressant, ça me fera apprendre des choses. Et pour être plus précis, il y avait quelque chose autour de la notion de suspense. Comment on fait ça? Comment est-ce qu'on crée du suspense? Comment est-ce qu'on crée une intrigue dont on a envie de connaître la suite? Comment est-ce qu'on... Tout roman policier, toute série policière, tout film policier est totalement ancré sur ça, c'est-à-dire jouer à délivrer suffisamment d'informations au spectateur ou au lecteur pour qu'il ait envie pour qu'il s'intéresse à ce qu'on lui raconte, mais pas assez pour qu'il ait envie d'en savoir plus, le perdre, se jouer de ses certitudes, les démentir, amener un autre personnage qui vient tout. Voilà, ce travail-là de construction, en fait, il est assez passionnant. Je me suis rendu compte à quel point il était extrêmement difficile. Et je dis ça avec humilité. Je ne suis pas du tout sûr d'avoir écrit 2 intrigues policières. J'espère qu'elles tiennent la route, mais je veux dire, je ne suis pas le maître du genre. C'est vraiment, il faut de grandes qualités pour arriver à ça. Et moi, je suis très admiratif de celles et ceux qui parviennent, que ce soit dans un film ou dans un livre, à vous tenir en haleine et à dérouter toutes vos certitudes. Donc moi, j'avais envie d'inviter la question du suspense, la question de la trame policière dans mon monde à moi d'écriture, tout simplement parce que je suis persuadé que ça me sera utile pour les 250 ans d'écriture que j'ai encore devant moi. Ça peut être efficace dans n'importe quelle histoire, même si elle n'est pas policière. Donc voilà, j'avais envie de me frotter à ça. Et puis du côté de l'anticipation, c'est l'imagination, c'est-à-dire c'est ce jeu entre aujourd'hui et demain. Ça m'a beaucoup plu et j'avais aussi envie de l'inviter. Donc le geste, il est plutôt de cette nature-là. C'est amener des choses dans mon territoire. Et par rapport à ça, je vous ai parlé un petit peu de la Grèce, parce qu'elle est à l'origine de l'envie de ça, l'idée de cette Grèce qu'on rachète. C'est vrai, je pense que je me suis formulé assez vite au démarrage de Chien 51, que c'était important qu'il y ait la Grèce dans ce livre, parce que je voulais pas non plus je voulais que la Grèce fait partie de mon monde littéraire. Alors évidemment, dans Chien 51, c'est pas la Grèce antique, c'est une Grèce futuriste, cabossée, meurtrie. Donc évidemment, elle est au crible de l'anticipation, mais quand même, elle est là. Et elle porte pour moi ce qu'elle portera toujours, c'est-à-dire quand même la beauté, l'origine de tout, le mystère.
une certaine forme de transmission de nos racines, etc., etc. Et c'était important qu'elle y soit parce que moi, ça m'a permis aussi d'être quand même chez moi, même si c'est une Grèce, que la Grèce soit là, dans Chien 51, c'est très important pour ce sentiment de ne pas... voilà. Pour le dire autrement et de manière plus simple, j'avais pas du tout envie de faire un espèce de... Pour les gens de ma génération, un espèce de Star Trek, hein, ou un espèce d'univers lointain de soucoupes volantes, de pantalons moulants très colorés et de monstres bizarres. C'est pas mon objet. Amener par contre ces choses-là dans mes territoires méditerranéens avec les questions que je me pose depuis déjà quelques livres, ça m'intéresse plus. Voilà. Mais c'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que la Grèce apporte du Laurent Godet dans ce livre et qu'on est plus près de l'Iliade et de l'Odyssée qu'effectivement de Star Trek aussi. Et il y a une question alors, presque personnelle que je voulais vous poser. C'est quand j'ai lu ces deux livres, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de lumière et que c'était terrible d'imaginer une Grèce sans lumière, comme si on était beaucoup dans le noir, dans les sous-sols, dans des endroits comme ça, sans espoir. Est-ce que j'ai tort? Alors, oui et non. Moi, je pense que Chien 51 est plus sombre que Zem, parce que Chien 51, d'ailleurs, quand le livre est sorti, on m'a beaucoup dit ça en librairie, et je ne pouvais pas dire aux gens, enfin, je leur disais, oui, je sais, mais attendez, ça va remonter quand même un peu, parce que moi, je savais qu'il y avait un deuxième livre derrière. Et c'est vrai que je crois que Chien 51 est sombre parce que c'est un univers clos, en fait. Goltex veut faire croire, veut faire penser à Cécile Arié quel est le monde entier, en fait. C'est même pas qu'elle essaye de dire ça, mais en tout cas de faire penser que rien n'existe en dehors d'elle. Et d'ailleurs, Salia Malberg, qui est une enfant de Goltex, n'a pas de vision d'ailleurs. Et c'est ce qui lui plaît quand elle voit débarquer Zem Sparak, c'est que lui, il vient de très loin. Elle le sent tout de suite. Alors, elle a entendu parler du rachat de la Grèce. Elle voit un type qui fait partie de cette histoire-là, donc elle lui pose quelques questions. Mais le charme qu'il opère, et c'est pas du tout un charme amoureux, mais l'attraction qu'il opère vient justement du fait qu'il vient d'ailleurs, il vient de loin. Et pour elle, c'est probablement la première fois qu'elle est confrontée à quelqu'un qui porte ça. Je crois que le côté sombre de Chien 51 tient beaucoup au fait que c'est un monde fermé, ce qui n'est plus le cas dans Zem. Alors là, je suis très obligé de ne rien dire, mais dans Zem, ce monde-là se fissure un peu, et pour moi, ça crée un appel d'air, ça crée de l'espérance, ça laisse passer quand même un petit peu de lumière. Vous savez ce qu'on dit, hein, c'est prenez soin des gens fêlés, ils laissent passer de la lumière. Bah, c'est un peu Zem. Voilà. Zem, c'est un univers qui commence à se fissurer et donc il y a des raies de lumière qui apparaissent. Alors je suis d'accord avec vous, hein, ça reste un monde inquiétant dans lequel moi personnellement je n'ai pas envie de vivre, mais il y a le début d'une révolte qui devient possible, il y a le début d'un ailleurs qui devient possible. Toutes ces choses-là créent un petit peu quand même d'espoir. Et puis il y a une autre chose qui dépasse mon cas personnel, mais qui, je ne sais pas si vous en conviendrez, mais je vous ai dit que je n'étais pas un grand lecteur de polar, ce qui est strictement vrai, mais je suis assez client de tout ce qui est policier, plutôt au cinéma ou en série. Et c'est rarement des mondes extrêmement lumineux, joyeux, dans lesquels on a envie de vivre. Si vous rajoutez une couche d'anticipation là-dessus, généralement, on est dans un monde assez répulsif. Mais pourtant, je pense qu'il y a dans ce genre-là, le genre de l'anticipation et du polar, dans ces genres-là, je pense qu'il y a quelque chose au fond, ce que j'appelle moi, je l'ai dit parfois, un optimisme noir, ce qui peut paraître contradictoire, mais noir parce que oui, de toute manière, on est dans des mondes cabossés, un peu heurtés, un peu difficiles, mais dans toute enquête policière, je crois qu'il y a l'optimisme de vouloir savoir la vérité. Il me semble que le pire du pire du pire, quand on regarde un polar, ce serait qu'au bout d'une demi-heure de film, par exemple, les enquêteurs disent bon, on laisse tomber, on n'y arrivera pas. Là, on serait dans quelque chose de totalement nihiliste, c'est-à-dire que le fait que ces personnages auxquels avec lesquels on est quand même en adhésion, parce que c'est le principe du film, de la série ou du livre, s'accrochent et disent vaille que vaille, coûte que coûte, moi j'arrêterai celui ou celle qui a tué cette pauvre femme, ce pauvre garçon.
nous raccroche à une forme d'optimisme. C'est-à-dire ça a encore un sens de continuer à vouloir trouver qui sont les coupables. Et ça, je crois que c'est ce que j'appelle l'optimisme noir. Dans ces mondes-là très détruits, très, très détériorés, il y a encore des personnages pour qui ça a du sens. Et j'inscris modestement mon Zem Sparak là-dedans, c'est-à-dire qu'il ne croit pas à grand-chose, il n'aime pas le monde qui l'entoure, il déteste Maniapol, il n'aime pas être là, il est tout le temps dans cette espèce de mélancolie de la Grèce. Mais à chaque fois qu'il a une enquête, que ce soit dans Chien 51 ou que ce soit dans Zem, il va au bout. Il veut aller au bout, il essaye d'aller au bout. Donc il y a encore une espèce de structure morale qui existe en lui, parce que ça ne l'indiffère pas, parce qu'il ne se dit pas au fond, peu importe, il y aura un autre meurtre demain, et il y en aura encore un autre après-demain, et j'irai jamais aussi vite que Maniapol dans cette course macabre. Non, non, chaque corps qui lui tombe dessus, d'une certaine manière, il en prend soin au sens où il veut aller au bout et pouvoir dire ce qu'il s'est passé. Ça, je trouve que c'est encore quand même une force qui révèle un certain optimisme. Alors, vous parlez de Zem mélancolique. Ce que je trouve très intéressant dans ces deux livres, c'est l'évolution de ce personnage. C'est-à-dire que Zem, il n'est pas... bon, c'est pas un garçon facile, hein, c'est sûr que on se dit qu'il ne doit pas être rigolo tous les jours, mais sans plaisanter, c'est quelqu'un qui évolue beaucoup. Et c'est ce qui est très intéressant aussi dans ces livres. C'est l'évolution d'un personnage comme Salia évolue aussi. Et ça, c'est le romanesque. C'est le romanesque de Laurent Godet. Ces personnages, ils sont pas... il y a un point de vue derrière, et puis ils ne sont pas immobiles. Et ça c'est intéressant. Ah bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Non, non, mais ça a été en fait, ce qui a été pour moi la plus grande découverte en me mettant à Zem, c'est la première fois que je fais une suite. Je n'avais jamais jusqu'à présent fait de suite par rapport à un roman qui préexistait. On m'avait beaucoup demandé est-ce qu'il y aura une suite du Soleil d'Escorta, mais non. Donc c'est la première fois que je suis confronté à cette question-là. C'est d'ailleurs ça qui m'intéressait dans Zem, c'était mon petit pari personnel. Ce que j'avais pas du tout réfléchi et anticipé, c'est que qui dit faire une suite quand on garde les personnages du premier volet, ça veut dire que avant même que j'ai réfléchi à de quoi est-ce que ça pourrait bien être l'histoire, ben j'ai déjà Zem et Salia. Ils préexistent à mon histoire. Moi, c'est la première fois que, avant même de commencer à réfléchir à l'intrigue d'un roman, j'ai mes personnages. D'habitude, mes personnages arrivent assez tardivement parce que c'est pas de eux. C'est rarement eux mon point de départ. Mon point de départ, je pense que je peux dire ça pour quasiment tous mes romans, c'est souvent plutôt ou un événement historique ou dans l'actualité, ou une problématique, et souvent d'ailleurs l'un avec l'autre. Par exemple, puisque je parlais du Soleil d'Escorta, mon point de départ du Soleil d'Escorta, c'est pas Carmel Ascorta ou Élie Ascorta ou un des membres de cette famille. Mon point de départ, c'est j'ai envie de raconter une histoire qui se passe dans les Pouilles et j'ai envie de me confronter à la question de la transmission, donc il y aura plusieurs générations. C'est ça mon point de départ. C'est au terme d'un long travail en me disant tiens, bah alors, transmission, c'est qui les personnages, que je me mets à trouver tel personnage qui va s'appeler comme ça. Mais ça, c'est le début du travail. Là, avec Zem, c'était complètement différent. J'étais en train de me demander bon, alors, c'est quoi cette nouvelle enquête qui est mort comment ça se passe pourquoi est-ce qu'ils retravaillent ensemble. Mais sauf que eux, ils existaient déjà. Donc, en fait, pour en arriver à votre question, pardon, je suis très long et je fais des détours. Pour en arriver à votre remarque, en fait, c'est vrai que l'enjeu fondamental d'une suite, c'est effectivement de se dire je retrouve mes personnages et je les accompagne à nouveau. Donc, ça a été un plaisir qui, pour moi, était inhabituel de dire je pars de mes personnages. Comment ils vont? Ils en sont où? À quoi ils pensent maintenant? Quel est leur univers? Et ouais, j'avais jamais travaillé comme ça. Donc, Et au début, ils vont pas très bien, il faut bien reconnaître. Alors, juste un mot sur les en prénoms. fait, ils vont jamais très bien, c'est ça qui est bien. Non. C'est Oh, pas que- Mais ça on s'améliore. va pas tout ouais. dire. Ouais, ouais. Pourquoi ces prénoms-là, est-ce que ça a ajouté à la création de ces personnages? Puisque Zem, Salia, enfin, vous aimez bien les prénoms un peu qui nous font rêver comme ça? Alors, ça marche pas pour Salia, mais pour Zem Sparak et pour beaucoup de noms qui sont dans les deux.
Le personnage politique dont je parlais, dont Zem est le garde du corps, s'appelle Barsoc. Je me suis rendu compte à un moment donné dans l'écriture de Chien 51 qu'il y avait énormément de sonorités un peu avec des K, trucs un peu heurtés, comme ça. Il y a un personnage qui s'appelle Kanaka, Barsoc, Sparak. Et quand je l'ai constaté, parce que ce n'était pas voulu, je me suis dit que en fait, c'était bien et qu'il fallait aller dans ce sens-là. Donc j'en ai encore rajouté. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de cette sonorité-là un peu dure, avec les K, un peu heurtés, qui fonctionnait pas mal avec ce monde de l'anticipation. Et puis surtout, j'avais envie que... en fait, je vais vous dire, le problème des noms des personnages, ça a l'air de rien, mais c'est un casse-tête pas possible. Sauf si vous faites une histoire qui se passe aujourd'hui, en 2025, à Rueil-Malmaison, alors vous allez prendre des prénoms qui existent aujourd'hui, et je ne sais pas, il peut y avoir à la fois des Léa, mais aussi des Céline, et peut-être des Monique. Ça définira en fait très vite, on s'en rend compte, un âge, parce que mine de rien, dès qu'on entend ce prénom, sans même s'en rendre compte, on les imagine avec un certain âge, et d'ailleurs c'est vrai, parce qu'il y a des modes successives. Si vous mettez Caroline, c'est pas comme si vous mettez Inès. Euh, et, mais au moins, vous êtes avec un dispositif qui va raconter un petit bout de France d'aujourd'hui, en fait, d'une certaine manière. Euh, alors moi, je me suis posé la question, est-ce que je peux mettre Jean-Paul dans Chien 51, ou Bernard, ou Paulette? Ben non, ça fait bizarre, ça fait même risible presque. On a l'impression que dans le monde de demain, il n'y aura pas de Jean-Paul. Pardon s'il y a des Jean-Paul ici. Mais il faut des noms qui n'appartiennent pas à ce point à une réalité, je sais pas, à une réalité d'époque. Et donc, mine de rien, ça a l'air d'une bêtise totale, mais vous avez plus accès à un certain nombre de prénoms auxquels vous auriez pu penser. Et voilà, de Jean-Paul à Isabelle, à Patrick, à tous ces prénoms-là sont plus possibles. Donc, il faut en trouver d'autres. Alors, vous pouvez mettre Mathéo et je sais pas, et Tatiana, parce que déjà, ça, pour nous, Français, ça fait un peu moins, on est moins précis dans la manière de pouvoir dire ce que racontent ces prénoms-là. Mais pas forcément. Ça raconte du coup une origine. Est-ce qu'elle est pertinente dans Chien 51? Donc en fait, j'étais très embêté. Et d'où le fait qu'il y ait pas mal de prénoms qui soient pour la plupart inventés, c'est-à-dire c'est à l'oreille, c'est des consonances. Voilà, il me semble que Sparak, Barsoc, Kanaka, je sais d'autres, mais là je n'ai plus en tête les prénoms de Chien 51. Ça marche à l'oreille et il ne faut pas que ça puisse être raccordable trop facilement à telle ou telle réalité géographique ou sociétale. Salia Malberg ne rentre pas dans cette case-là parce que Salia Malberg, c'est plus classique. Malberg fait un peu pays du Nord. Et c'est vrai que je m'étais dit, bah, après tout, on peut aussi imaginer que dans ce monde-là, dans cette ville de Maniapol, il y a quand même des gens qui sont venus visiblement de différents endroits, parce que je vous ai parlé de la Grèce, mais on apprend qu'il y a eu d'autres pays rachetés aussi. Donc j'imagine que tout ça finit par faire un espèce de vivier un peu cosmopolite et que donc il faut jouer un peu sur cette différence de provenance. Mais c'est un vrai enjeu, les noms des personnages dont on ne peut peut-être pas soupçonner la difficulté comme ça au premier abord et qui est amusant. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait aussi des thèmes qui vous tenaient à cœur, et il y a cette notion des migrants qui est dans ces livres-là. Et ça, c'est une manière de vous rattacher à la société actuelle et à ce drame social qu'on continue à vivre et qu'on a l'impression qu'on le vivra toujours. Alors, oui et non, en fait. Si je détaille un petit peu, dans Zem, il est question de cela, d'une certaine manière. C'est-à-dire, effectivement, alors je dirais pas migrants, je dirais plutôt moi, ce qui m'intéressait dans Zem, c'est la question des esclaves, d'une certaine manière. Ce mot peut paraître bizarre, mais en fait, je vais vous raconter. J'étais en 2019, probablement juste avant d'être venu ici, ou juste après, je ne sais pas. Et en tout cas, juste avant le shutdown planétaire que nous avons connu avec le Covid. Quelques mois avant, j'étais au Bangladesh et j'ai été dans la capitale du Bangladesh, qui s'appelle Dhaka, pour un reportage avec un ami photoreporter. J'ai été extrêmement frappé et choqué, bouleversé, mais intéressé aussi par ce que j'ai vu à Dhaka.
et notamment parce que je pourrais résumer du fait que Dhaka est une ville désastreuse, au sens le plus total du terme, c'est-à-dire elle est parmi les 5 villes les plus polluées d'un point de vue de la pollution sonore, elle est parmi les 5 villes les plus polluées d'un point de vue de l'eau, les plus polluées d'un point de vue, les plus saturées d'un point de vue urbain. C'est une ville un peu cauchemardesque d'une certaine manière. J'en suis revenu en me disant si la ville de demain c'est Dhaka, on est mal, quoi. Enfin, pardon pour les gens qui vivent là-bas, mais c'est vraiment pas le rêve et l'utopie qu'on a envie d'avoir. C'est une ville saturée, c'est une ville. Et en même temps, c'est une ville hyper active. C'est pas du tout une ville détruite, c'est pas du tout une ville à l'abandon, c'est pas du tout une ville. C'est une ville très pauvre, mais c'est une ville qui n'arrête pas de travailler, qui commence très tôt le matin, qui finit très tôt le soir et qui travaille, qui est justement en surchauffe. C'est une ville de la surchauffe et qui travaille pour nous en partie. Pas uniquement pour nous, beaucoup pour le marché chinois, mais beaucoup aussi dans le textile pour le marché européen. Et donc, aller là-bas et se rendre compte de ce qu'on sait, on le sait théoriquement, on l'a lu dans les journaux, mais que notre monde est un monde global, connecté, et que donc ce qui se passe à l'autre bout du monde peut être très lié à nous. Oui, nos jeans viennent en partie de Dhaka, oui, le textile circule, et si ces gens-là travaillent tant, c'est aussi en partie pour nous. Tout ça m'a fait penser qu'au fond, la question, je disais, des esclaves, c'est une manière un peu forte de le dire, mais c'est quand même de ça dont il s'agit, elle m'intéresse beaucoup. Je ne crois pas beaucoup aux sociétés qui disent qui balaient d'un revers de la main cette question-là en disant nous sommes dans une société occidentale et moderne, nous avons réglé le problème de l'esclavagisme. Ben non, en fait. C'est simplement qu'il a changé, il a muté. Et notamment, on l'a mis loin des yeux, mais il y a des gens qui travaillent dans des conditions absolument scandaleuses, et je les ai vus de mes yeux vus, et qui travaillent en partie en lien avec une longue chaîne qui arrivera chez nous. Donc le monde, de ce point de vue-là, c'est complexifié. Et simplement, on a éloigné le prolétariat, si je puis dire. Donc moi, c'est un peu de ça dont j'avais envie de parler dans Zem, de cette question du fait qu'une société qui s'annonce comme propre, d'une certaine manière, a peut-être simplement éloigné la noirceur et la laideur. Alors, je ne vais pas en dire trop, mais c'est de cette question-là dont il est question dans Zem. Dans Chien 51, la question par rapport à la migration, alors elle était un tout petit peu d'une autre nature. Je peux en dire 2 mots parce que j'avais été extrêmement frappé d'entendre un jour, il y a très longtemps, à la radio, vous savez, le dessinateur Enki Bilal. Il parlait, c'était très émouvant, il parlait de ce que ça lui faisait d'être né dans un pays qui n'existait plus, puisque lui, il est né en Yougoslavie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ex-Yougoslavie, mais il se sentait, enfin c'est ce qu'il racontait, je ne crois pas traverser ces mots, comme pour lui, voilà, il avait vécu les 30, 40, 50 premières années de sa vie, je ne sais plus, en Yougoslavie, et donc il se sentait yougoslave, mais simplement yougoslave, ça n'existe plus. On est croate, on est serbe, on est... Et donc, ce n'était pas du tout un discours politique. Il n'était pas en train de dire qu'il aurait préféré rester yougoslave ou qu'il était contre la Croatie ou je ne sais pas. C'était simplement, il exprimait le fait que être d'une entité politique qui a explosé, alors que c'est celle dans laquelle vous avez vécu pendant les premières années de votre vie, ça lui faisait très bizarre. Et c'est quelque chose que j'ai recroisé pour le texte Nous l'Europe. Je me suis rendu compte que c'était arrivé à plein de gens, ça, en fait. Il y a certains pères fondateurs de l'Europe qui sont nés dans l'Empire austro-hongrois. L'Empire austro-hongrois, il a volé en éclats. Donc, ce qui était leur point de départ, en fait, au bout d'un moment, n'existe plus. Les frontières ont bougé. Il y a des gens qui étaient d'un pays puis qui sont devenus de l'autre parce que, en restant au même endroit, ils ont changé de nationalité. Je pense aux Alsaciens qui se connaissent ça mieux que moi. Mais donc, les frontières bougent sous nos pieds, les empires disparaissent, des entités politiques naissent. Et donc, moi, mon Zem, il est plutôt dans cette famille-là d'exil, en fait. C'est un exilé. Il appartient à un monde qui n'existe plus. Et donc, ce monde, il le porte. Petite précision que je n'ai pas donnée tout à l'heure, mais qui est très importante pour moi, j'ai essayé de poser assez vite dans Chien 51 qu'on n'était pas dans un cas de figure où Zem pouvait se dire « je vais vivre 30 ans à Maniapol, mais bon, je vais gagner de l'argent, et au bout de 30 ans, je retournerai au pays et je construirai ma maison et je mourrai sur ma terre et je serai enterré dans le cimetière où sont enterrés mes aïeux. » Je n'avais pas envie que ce soit possible mentalement pour lui.
Donc, j'ai plutôt choisi l'option Enki Bilal, c'est-à-dire qu'on raconte aussi dans Chien 51, et je le dis parce que ce n'est pas du tout le centre du récit, mais que certes, Goltex a racheté la Grèce, mais très vite derrière, en fait, il y a eu des mouvements. C'est le concurrent, qui est une autre grande entreprise ennemie, qui s'appelle Moloch First, qui a fini par récupérer la Grèce. Donc, concrètement, moi, ça me servait ça à dire, concrètement, Zem Sparak ne peut pas caresser l'idée qu'un jour, il retournera en Grèce. Ça n'est pas possible. Il n'y retournera jamais. Et c'était très important pour moi de cette nostalgie dont je parlais là. Ce n'est pas la nostalgie de l'émigré ou de la personne qui a quitté son pays mais qui se dit, bon, allez, pour mes enfants, c'est mieux, mais moi, de toute manière, je serai enterré chez moi. Non, c'est quelque chose de plus vertigineux, en fait. Mais pour un romancier, imaginez une histoire dans un décor qui n'est pas sur lequel vous ne pouvez pas finalement vous appuyer parce que ce n'est pas la Grèce, ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas Paris. Vous avez construit le monde là sur votre table, sur votre ordinateur. Vous avez dessiné exactement les contours. C'était plus compliqué de décrire un monde qui n'est pas tout à fait le vrai monde. Non, c'est ce qui est merveilleux avec l'écriture, c'est que c'est très très simple de faire ça. Pour deux raisons. La première, c'est que quand vous écrivez un texte, vous pouvez très bien ne raconter que ce que vous avez envie de raconter. Et s'il y a quelque chose qui vous gêne, que vous ne savez pas, que vous n'avez pas envie de définir, sur lequel vous n'avez pas d'opinion, le mieux, c'est d'essayer de faire en sorte de ne pas en parler. Et c'est possible. Moi, dans Chien 51, j'ai l'habitude de dire que Chien 51 est un livre dans lequel il y a beaucoup de brume. Alors, je peux partager avec vous certains points de cette brume, mais je parle d'une société qui a Goltex, qui a visiblement une capitale qui s'appelle Maniapol. OK. Mais je ne raconte pas, je ne dis jamais s'il y a d'autres villes, si Goltex a plusieurs villes. Est-ce que Maniapol est la seule ou est-ce que tout Goltex est dans Maniapol? Où sont les autres villes? À combien de kilomètres? Et d'ailleurs, où est Goltex par rapport à la Grèce, puisqu'on nous parle de la Grèce? Est-ce que c'est dans le pays d'à côté ou est-ce que c'est plutôt dans ce qui serait chez nous aujourd'hui, dans la planète telle qu'on la connaît, je ne sais pas, au Chili? Je ne précise pas tout ça, je ne le raconte pas en fait, en me disant, si moi je ne le dis pas, on ne se posera pas la question. Et je laisse de la brume. Et dans l'écriture, on peut laisser plein de brume partout en fait. Ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que quand le cinéma s'est intéressé à Chien 51, ils ont eu immédiatement une obligation de dissiper la brume, et ça pose des problèmes abyssales. Moi, je sais qu'il y a certaines choses que j'ai décidé de... Alors, par exemple, c'est très concret. Par exemple, à un moment donné, dans Chien 51, ils ne se connaissent pas encore très bien. Ils se disent, bon, on va quand même aller déjeuner ensemble pour se parler franchement. Et donc, ils vont dans un restaurant. Bon. Alors, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, on est dans de l'anticipation. On mange comment dans ce monde-là? Est-ce qu'il y a encore des assiettes? Je ne sais pas, on pourrait imaginer qu'on prend une seringue et qu'on se fait un shoot et qu'on a des carottes en intraveineuse. J'en sais rien, hein, je dis n'importe quoi. Mais alors j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que c'est encore des lieux comme on les connaît nous, ou est-ce que c'est des lieux complètement différents, verticaux? Est-ce qu'il y a des chaises? Est-ce qu'il y a une table? Est-ce qu'on réserve? À quoi ça ressemble un restaurant? Et puis au bout d'un moment, je me dis, bon, je ne vais pas passer non plus 2 ans sur mon restaurant. Je n'ai pas envie de me poser toutes ces questions-là. Donc, ils rentrent dans le restaurant, ils commandent. Je fais une petite réflexion sur le fait que visiblement, les quantités ont réduit. Ça ne plaît pas beaucoup à Zem qui aimerait vraiment manger quelque chose alors qu'il a une espèce de truc un peu prétentieux et ridicule. Mais ça peut nous arriver aussi aujourd'hui dans certains restaurants. Et puis voilà. Mais je ne suis pas réalisateur de films. Parce que si j'étais réalisateur, il faudrait forcément que je fasse ces choix-là. La chaise, elle va être de quelle couleur? Elle aura quelle forme? Je prends le temps de designer des chaises du futur ou pas? Et qu'est-ce qu'on amène dans les plats? Est-ce que c'est des mousses incroyables et fumantes, ou est-ce que c'est une entrecôte que le spectateur va reconnaître comme une entrecôte? C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un certain nombre de questions qu'un réalisateur ne peut pas ne pas se poser. Et je ne vous parle pas des voitures, je ne vous parle pas des façades, je ne vous parle pas des publicités. Tout doit être défini. Alors, je me rends compte que de ce point de vue-là, dans l'écriture, j'ai une liberté totale. Ce que je n'ai pas envie de le définir, je ne le raconte pas, je passe. Et ça laisse, moi, un espace de très, très grande liberté, ce qui fait que, très honnêtement, c'est assez facile et surtout, c'est assez joyeux. Parce que moi, j'ai pris, même si on a dit que Chien 51 et Zem étaient des livres plutôt sombres, effectivement, c'est des dystopies. Donc, mais c'est extrêmement plaisant et jubilatoire à faire parce que j'invente tout ce que je veux. Ce qui ne me plaît pas, je ne l'invente pas, je le laisse de côté
Et non, c'est assez jouissif à écrire. C'est incroyable parce qu'en fait, vous laissez de la place au lecteur, surtout. C'est moi, vous, nous tous qui allons savoir ce qu'il y a derrière la brume sans que vous ayez besoin de le dire. C'est Oui. culotté, ça. Non, mais il y a aussi des... Oui, non, mais je crois que ça fait appel à ça. Alors, si vous avez une imagination totalement dingue, vous allez imaginer que ce restaurant est très bizarre et vous allez y mettre, je ne sais pas, des serveurs ou des couleurs que moi-même, je n'ai pas mis dans mon récit. Mais oui, ça se fait à deux, c'est sûr. La lecture se fait à deux, c'est évident. Il y a un autre aspect mais qui est une constante de mon travail et qui n'est pas du tout propre ni à Chien 51 ni à Zem, c'est que j'en parle parce que parfois on me pose la question, je n'ai jamais eu besoin, enfin oui, non, je n'ai jamais eu besoin de définir l'aspect physique d'un de mes personnages. Moi, je ne sais pas si Zem Sparak est brun ou blond, s'il a encore des cheveux ou s'il est chauve. Je ne sais pas s'il est barbu, je ne sais pas s'il a une moustache, je ne sais pas de quelle couleur sont ses yeux. Est-ce qu'il a un petit ventre ou est-ce qu'il est hyper musclé? Je n'en sais strictement rien. Et ça ne m'intéresse pas, c'est-à-dire, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je sais que ces éléments-là ne me servent pas à l'attraper et à le choper pour l'écrire. En revanche, le fait qu'il porte la graisse, qu'il cherche pendant tout le livre à retrouver des feuilles de vigne, parce qu'il adore le goût des feuilles de vigne, vous savez, les dolmades, et qu'il en trouve de moins en moins facilement parce que ça se perd, et que donc il est capable de faire des kilomètres dans la ville pour aller chez un vieux grec qui a encore des feuilles de vigne. Ça, moi, ça m'aide à comprendre mon personnage. Et quand j'ai trouvé cette idée-là, je me suis dit, oui, il va faire des kilomètres pour aller acheter ses feuilles de vigne. Là, j'ai l'impression de savoir qui il est. Alors que de savoir si il est brun ou pas, franchement, ne m'aide pas. Donc en fait, je pense qu'on pourrait, je fais le pari qu'on pourrait prendre quasiment tous mes livres et faire la liste, si vraiment on a du temps à perdre. Je pense qu'on ne trouverait aucune description physique de mes personnages. Là aussi, je prends l'exemple du cinéma, mais même du théâtre. Le premier geste d'un réalisateur ou d'un metteur en scène, ça va être de penser à un casting. À partir du moment où on pense à des acteurs, on pense à des corps, on pense à une voix, on pense à un physique. Et donc voilà, quelque chose apparaît là au cinéma qui... Des fois, on me demande, vous êtes content que ce soit Adèle Exarchopoulos ou Gilles Lelouch? Oui, je suis très content. Mais si on me demande, est-ce que vous avez pensé à eux pour écrire? Je dis non seulement je n'ai pas pensé à eux pour écrire parce qu'à l'époque, je ne savais pas que ça serait eux, mais quand bien même j'aurais rêvé la nuit d'Adèle Exarchopoulos, non, je n'aurais évidemment pas convoqué son visage à elle, tout simplement parce que Massalia Malbert n'a pas de visage. J'ai pas besoin qu'elle ait... Elle a une voix, elle a une présence, et puis elle est caractérisée par un certain nombre de choses qu'elle dit ou qu'elle fait. Voilà, mais pas du tout par son physique. Mais vous avez raison, c'est ça qui est merveilleux avec la lecture. Ça se fait à deux, celui qui écrit puis celui qui la lit. Et moi, je la vois très bien. Moi, j'ai son visage et sa voix devant mes yeux. Et ça J'aime aussi. Et ça n'est pas Adèle Exarchopoulos. Non. Non, bah non. Et c'est pas Gilles Lelouch. Eh ben oui, ouais. Mais- Pardon. Avez-vous des questions à poser à Laurent Godet sur tous les livres qu'il a pu écrire, bien sûr, et sur tout ce que vous voulez? Je dis ça, je suis ravi qu'il y ait Chien 51 avec Adèle Exarchopoulos et Gilles Lelouch. Hein. Bon, comprenez-moi bien, hein, c'était pas... Alors, est-ce que tout le monde a entendu la question? Non. Est-ce que la dame me demande si pour Chien 51, j'ai été sollicité pour le scénario ou est-ce que ça s'est fait en dehors de moi? En fait, le réalisateur, Cédric Jiménez, a fait signe très très tôt, très vite. Il était très enthousiaste. Donc on a commencé à se rencontrer. Alors après, ça prend du temps, tout ça. Mais quand ils ont commencé, eux, quand ils ont obtenu les droits de travailler et quand ils ont commencé l'écriture du scénario, ils m'ont demandé, en fait, très élégamment et très gentiment, si je voulais les rejoindre. Au moins, ce qui se fait, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, souvent, ce qui se fait, c'est qu'on demande à l'auteur de participer non pas à la totalité de l'écriture du scénario, parce que généralement, on n'est pas scénariste, et c'est quand même un métier à part, mais d'accompagner l'adaptation dans les premières versions. Généralement, les premières versions d'un scénario
ne sont pas dialogués, par exemple. C'est juste un document qui fait une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de pages dans lesquelles on raconte l'histoire. Ce n'est pas encore découpé en scène, c'est ce qu'on appelle un traitement. Donc moi, ça m'est arrivé souvent sur certains projets qui d'ailleurs n'ont pas vu le jour, mais qu'on me demande de travailler avec l'équipe sur le traitement, le premier traitement, ce qui permet d'être sûr qu'on... Donc il m'avait fait cette demande-là en me disant est-ce que tu veux nous accompagner au moins sur le début? Et c'est vrai que je leur ai expliqué franchement que ça n'allait pas être possible pour moi parce que quand eux ont commencé à travailler sur le scénario de Chien 51, moi je commençais à travailler sur Zem. Et donc je leur ai dit ça va être hyper inconfortable, c'était essayer d'imaginer mon histoire qui se continue avec tous les problèmes de continuité justement des personnages, ce que j'ai essayé de vous exprimer quand je parlais du fait que voilà, c'est aussi une suite, donc il faut que je continue. Et puis, parallèlement, être dans l'idée que, bon, alors je pense à Chien 51, mais j'essaye maintenant de m'imaginer comment est-ce qu'on peut raconter cette histoire autrement, parce qu'on va la raconter autrement, puisque c'est pour le cinéma. Je me dis, mais non, laissez tomber, moi je vais exploser, enfin, je ne peux pas être sur les deux trucs en même temps. Donc je leur ai dit de travailler, enfin, non, c'était mieux, c'était préférable si je les laissais travailler. Alors, non, du coup, si vous voulez, d'une certaine manière, ça pesait aussi d'emblée que la relation, elle n'était pas de cet ordre-là. Moi, je leur ai dit que du coup, il fallait qu'ils avancent, qu'ils fassent l'objet qu'ils avaient en tête et qu'ils le fassent à leur manière. Donc, Cédric Jiménez a travaillé avec un scénariste avec lequel il a déjà travaillé sur Novembre. Et ils ont fait une adaptation très libre de Chien 51. Moi, je suis très à l'aise avec ça, justement parce que c'est une adaptation très libre. C'est un objet qu'il a emmené, lui, dans ses terres. Si vous aimez le travail de Cédric Jiménez, vous allez retrouver toute sa grammaire visuelle et scénaristique. Ça y va. On n'a pas le temps de respirer. Il fait ça super bien. C'est d'une efficacité redoutable. C'est vrai qu'il a sûrement tiré le livre vers le film d'action, le polar. Mais en même temps, l'univers qu'il propose, qui est... Alors, je ne veux pas trop en dire, parce que c'est bien de le découvrir, mais vous l'avez peut-être vu si vous avez vu des bandes annonces. Dans Chien 51, le film, on est dans un Paris dystopique. Et ça, il m'en a parlé très tôt. Hein. Il m'avait dit, moi, j'ai assez envie que ce soit Paris, parce que j'ai envie que le jeu avec les spectateurs, ça soit, regardez, la ville que vous connaissez, voilà ce qu'elle est devenue. Et je comprends. S'il avait inventé une ville de bout en bout, on n'aurait pas cette espèce de rapport à se dire « Ah ouais, mais c'est marrant, regarde, maintenant il y a des drones sur le Pont-Neuf ». Lui, c'est de ça dont il avait envie. Donc c'est là où, si vous voulez, évidemment, ça fait des objets très différents. Moi, je pense vraiment qu'il faut aller voir Chien 51, le film, si vous avez envie, comme un objet en plus, et pas jouer au jeu des comparaisons. Est-ce que je vais retrouver tout ce qu'il y a dans le livre parce que non, de toute manière, comment dire, Chien 51 n'est pas un roman très long. Il fait 250 pages, je pense, comme à peu près tous mes romans. Je n'arrive pas à faire des livres longs. C'est mon grand désespoir. Mais même un livre de 250 pages, ça ne tient pas dans un film d'1h30, en fait. C'est trop long. Un film d'1h30, s'il prend un roman, quel que soit son roman, il va couper. Vraiment, c'est imparable, hein, ça, je vous assure. Donc, du coup, c'est un autre objet. Et voilà. Je vous en prie. Oui. Donc moi, je voulais vous poser une question par rapport à la dystopie. Bon, on retrouve par rapport à 1984 les trois mondes qui se superposent, mais souvent la dystopie, on est plutôt dans la violence politique, l'omniprésence politique, et je trouve qu'avec Chien 51, vous avez été un peu en avance de phase, et j'aimerais savoir ce qui vous a donné l'idée, c'est-à-dire que l'économique, le privé a remplacé le politique, qu'on voit dans notre monde actuel où il y a une plus en plus grande collusion entre le privé et le politique. Mais je suis content que vous disiez ça parce que c'est la problématique qui m'intéressait dans Chien 51, c'était la question de la privatisation. Et c'est bon, je ne sais pas si c'est une intuition, en tout cas mon envie, que cette dystopie soit l'occasion d'interroger cette chose-là. Et du coup, de la décliner un petit peu. Alors évidemment, je vous ai parlé de la privatisation de la Grèce, enfin de l'achat d'un pays, mais c'était une époque, alors ça va tellement vite, c'était pourtant il n'y a pas si longtemps, hein, Chien 51, c'est 4 ans, mais vous savez, il y avait cette entreprise militaire Blackwater qui, entre-temps, a périclité, qui maintenant revient d'ailleurs, j'ai vu. Ensuite, il y a eu l'épisode Wagner
autre entreprise privée de mercenaires russes cette fois-ci. La première est américaine. Donc ça a beaucoup compté. C'est-à-dire que, parce que je m'y intéressais pour un autre projet, la question de la privatisation des armées, qui à la fois est une question vieille comme le monde, parce que les mercenaires, ça a toujours existé, mais là, ça prend des formes assez vertigineuses. Je me suis dit, si même l'espace de la guerre devient un espace privatisable, alors tout est achetable en fait. Et effectivement, Chien 51 pose cette question-là, la question de jusqu'où on va dans la privatisation. Et puis, par rapport à ce que vous disiez sur la violence politique, il y a une violence sourde dans Chien 51 qui est celle de la répartition territoriale, le fait de ces 3 zones. Mais alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est vraiment pas très original. Hein, je n'ai pas. Non, mais vous avez parlé de 1984, mais moi, c'est simplement, je me suis dit, mais en fait, toutes nos villes sont faites comme ça. Fort heureusement, pour nous, il n'y a pas encore de checkpoint, mais on sait très bien qu'il y a des frontières invisibles, il y a des frontières sociales, il y a des difficultés à passer du lointain périph' au centre-ville. Et je ne parle pas que de Paris, je parle énormément de villes dans lesquelles on vit, sont quand même... ça représente exactement ce que je disais au tout début, je suis parti d'aujourd'hui. Simplement aujourd'hui, heureusement, il y a des politiques publiques qui essayent de faire en sorte qu'il y ait des passerelles, il y a des gens qui luttent pour que ce ne soit pas ça, il y a des gens pour dire on va se battre, on ne va pas ghettoiser les banlieues. Donc il y a encore plein de choses à faire, de gens qui les font, qui fait que cette chose-là n'est pas régnante, n'a pas gagné, mais elle est quand même déjà méchamment à l'œuvre dans plein d'endroits du monde. Donc oui, la question de la privatisation est vraiment centrale. Mais par rapport à la violence, c'est vrai que j'avais plutôt envie d'une société qui ne soit pas explicitement violente. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était que Goltex soit plutôt le genre d'endroit où on vous dit, vous savez, on prend en charge tout. Donc, il y a même la prise en charge, je ne veux pas trop en dire, mais il y a la prise en charge de l'amour physique, puisqu'il y a des temps comme ça qui sont déclarés comme étant les temps où on a le droit de faire l'amour avec qui on veut. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'énergie des uns et des autres, vous vous sentirez mieux après, et donc vous serez plus performant ensuite. Voilà, j'ai plutôt envie d'une société qui soit dystopique parce qu'elle est horriblement maternante. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Elle s'occupe de nous, elle s'occupe de tout, elle veut notre bien, et c'est juste c'est asphyxiant, quoi. Ce que Goltex tue d'emblée, c'est l'imprévu. C'est le mystère, c'est la rencontre. C'est pour ça que ça m'amusait que justement Zem Sparak et Salia Malberg se rencontrent au sens le plus plein du terme, le plus beau du terme. Voilà, je me tais. Et j'avais une autre question. Oui. Alors, vous me direz que les livres qui racontent des belles histoires, c'est chiant, mais il n'y a jamais de dystopie positive. Et je me demandais, est-ce que vous pensez qu'il y a une incapacité de l'homme à voir le futur en pensant différemment? Enfin, moi, je reprends au Moyen-Âge. Il a fallu la peste pour que le système économique, par exemple, soit revu et que le servage soit abandonné. Mais j'ai l'impression que l'homme a du mal, en fin de compte, à penser différemment son monde, son économie, pour inverser ce qui peut se faire. Et dans toutes les dystopies, vous avez rarement une dystopie qui pense différemment. Enfin, elle tire plutôt le trait actuel et le pousse au bout du bout, mais on n'arrive pas à... Je vais dire un truc en anglais, mais c'est pas bien, mais think different. Alors, il y a 2 aspects dans votre question. Est-ce qu'on arrive à penser différemment? Est-ce qu'on arrive à proposer des utopies pour nous faire rêver, nous, en tant que citoyens, société, pour aller vers quelque chose qui nous fait envie, plutôt que d'aller vers des terres particulièrement répulsives? Ça, c'est une question de politique. Je peux vous répondre en tant que citoyen. C'est vrai qu'on... mais l'autre aspect de votre question, c'est comment est-ce que la fiction s'empare de tout ça? Quand vous avez dit les dystopies, l'utopie, c'est chiant. C'est vrai qu'en fiction, c'est compliqué, j'ai l'impression. Il y a ce débat-là à l'heure actuelle avec l'environnement et la question écologique. Dans certains mouvements et certaines parts de la pensée écologique, nous invitent, nous, hommes et femmes de fiction, réalisateurs, romanciers, à nous dire, mais arrêtez de raconter un monde dystopique vis-à-vis de l'écologie. Arrêtez de dire que demain, les pluies seront acides, comme je le dis dans Chien 51, et que ça sera encore pire, et qu'il y aura... Raconter aussi des mondes
à 20 ans, 30 ans, 50 ans, dans lequel ça marche, dans lequel on a réussi à rééquilibrer les choses. J'entends cette revendication politique, en fait, qui est que la fiction s'empare aussi du beau, mais c'est vrai que j'ai du mal à le faire, parce que je crois que dans les règles de dramaturgie, le dysfonctionnement, l'accident, la catastrophe sont des ressorts très forts, et qu'on a aussi besoin de ça pour construire une histoire, et que raconter un monde dans lequel ça marche, ça va, c'est vrai que c'est plus compliqué, en tout cas, surtout pour moi qui ai du mal, qui ai du mal à faire des histoires riantes et lumineuses. Ça date pas de Chien 51. Moi, c'est vrai que j'ai un tropisme du côté de la tragédie et de l'épopée. Alors, aller faire avec, quand il faut raconter un monde de demain lumineux et souriant, j'ai un peu plus de mal. Mais ouais, alors après, sur la question de... Oui, oui. Sur la question de penser différemment, il faut être capable soi-même de changer de logiciel. C'est très compliqué. Moi, je suis limité par mon propre imaginaire. Ouais, ouais, non, non, mais... Bonsoir. Alors moi, j'ai lu la plupart de vos romans et je sens qu'il y a souvent une grande colère et une grande indignation face au monde dans lequel on vit. Vous travaillez sur des sujets brûlants, fiévreux, comme l'immigration, comme, comme l'esclavage. Alors ma question est la suivante. Vous ne sentez pas parfois que les mots sont en panne face à à des choses qui sont horribles? Par exemple, je sais pas, face à l'enfer. En ce moment, on vit tous cet enfer depuis 2 ans, l'enfer à Gaza, à Palestine. Est-ce que vous trouvez que parfois, vous pouvez trouver les mots pour décrire quelque chose qui dépasse la réalité? Voilà, c'est des belles questions, mais des questions compliquées. Je crois pas. Je crois encore suffisamment aux mots pour vous dire que je crois qu'on peut raconter à peu près tout. Je ne dis pas moi, hein, et après c'est une question être capable d'eux, mais je ne mets pas de limite a priori. Même sur les choses les plus terrifiantes, des grands auteurs ont réussi à nous raconter les camps de concentration, les grands bouleversements de ce monde. C'est des choses sur lesquelles il était a priori si difficile de poser des mots, et pourtant ils l'ont fait. Donc je ne pense pas qu'il y ait d'impossibilité par principe. Je pense que, après, moi je sais qu'il y a des choses que je ne serais pas capable de faire parce que c'est trop dur. Mais en règle générale, je ne vois pas d'impossibilité par principe. Trouver des mots, ça se fait. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sueur, mais je crois que c'est possible. En revanche, là où je vous rejoins et ça me rend moins optimiste, c'est que je crois qu'il y a une chose qui est très difficile, c'est trouver les mots une fois. On peut se mobiliser, on peut travailler pendant des mois pour le dire une fois. Le répéter une deuxième fois, ça devient très compliqué. Et je pense à quelque chose qui peut paraître moins tragique que ce que vous nommez, ce qui se passe en ce moment à Gaza. Je pense à la question de l'émigration. Moi, il y a 20 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelle Eldorado et qui parlait de ce qu'aujourd'hui on appelle l'immigrant. À l'époque, on n'employait pas ce mot-là. Et, et parfois, on m'a dit que ce livre était bien, était fort, et qu'il mettait des mots sur des choses qui n'avaient à l'époque pas été beaucoup envisagées. Et puis, le temps a passé, 5 ans, 10 ans, et puis parfois, on me dit, mais vu que cette réalité-là, non seulement existe toujours, mais a encore empiré, est-ce que vous pensez pas qu'il faudrait que vous continuiez à écrire là-dessus? Et là, moi, je me rends compte que je peux plus. C'est-à-dire que j'ai écrit une fois Eldorado. Si demain, on me dit écris à nouveau sur les migrants, je vais être gêné aussi par mon propre geste. Je dis, mais je vais me répéter, je vais raconter la même histoire. Ça devient compliqué de le dire une deuxième fois, une troisième fois. Alors, je sais que je pourrais essayer de trouver d'autres manières d'aborder le sujet, mais en fait, on est très vite empêché par le fait de l'avoir déjà fait. En fait, pour le dire autrement, si vous voulez raconter le malheur, je crois que c'est possible. Raconter la répétition du malheur, c'est désespérant. Et c'est probablement, et on rejoint Gaza, c'est probablement ce qui est tragique aussi dans ce que nous vivons en ce moment en Palestine et dans d'autres coins du monde, c'est que ça fait tellement longtemps qu'il y a eu tellement de mots déjà que répéter le malheur, essayer de trouver des mots qui répéteraient ça c'est compliqué. Ça, je trouve ça très dur. Ouais. Mais en même temps, c'est la noblesse de la fiction. Moi, je pense qu'elle est là. Hein.
il faut pas laisser ces sujets non dits. Alors je dis ça, je n'ai pas prévu de le faire demain, mais oui, je crois qu'on peut essayer de poser des mots sur toutes les souffrances des peuples et du monde. Moi, c'est à mon tout petit niveau, c'est ce que j'essaye de faire. C'est ce qui m'a beaucoup. C'est pas forcément des romans. Je finis. Ça va peut-être plus loin que votre question. Pardon, j'extrapole, mais je vous raconte cette chose-là. J'ai fait quelques voyages dans ma vie dans les années 2013, 2014, 2015, qui étaient des voyages compliqués dans des coins du monde durs. Je pense à Port-au-Prince, je pense au nord de l'Irak, au Kurdistan irakien, où j'avais été voir les camps de réfugiés syriens. Je suis revenu de ces endroits-là en ayant rencontré des gens le temps d'une conversation. Ça a duré, voilà, j'y ai passé 10 jours, j'y ai pas passé longtemps. Mais on discute avec des gens, on échange, on fume une cigarette avec des hommes, on leur demande de vous raconter leur quotidien. Je suis revenu de ces endroits-là totalement bouleversé par ce que j'avais croisé, mais totalement incapable d'imaginer écrire un roman là-dessus. Parce que écrire un roman, ça voulait dire inventer une histoire, plonger dans la fiction. Et par rapport à la charge qui était en moi, émotionnelle, et puis de responsabilité aussi, je me disais, mais moi, je ne peux pas inventer une histoire. À la rigueur, je peux essayer de dire ce que j'ai vu. Et donc, je n'avais pas envie de le faire de manière récit de voyage, parce que ce n'est pas un genre qui m'intéresse beaucoup. Mais à ma grande surprise, parce que ce n'était pas prévu, je suis revenu de tous ces voyages dont je parle, Port-au-Prince, le Kurdistan irakien, avec des poèmes. Et j'ai fait des poèmes qui sont dans un recueil qui s'appelle De sang et de lumière. Et là, j'ai trouvé une forme d'écriture qui me permettait à moi de poser des mots sur cette grande douleur, sans être dans l'élaboration d'une fiction, d'une dramaturgie avec des rebondissements, des personnages, etc., qui me semblait presque, je vais dire le mot, presque obscène par rapport à ce que j'avais croisé. Au jour d'aujourd'hui, si on parle par exemple de Gaza, je serais totalement incapable de me dire, tiens, c'est mon prochain roman, parce que non, je ne connais pas le lieu, voilà, il faudrait d'abord aller là-bas. Par contre, peut-être qu'un jour écrire un poème là-dessus, oui, bien sûr, ça sera ma manière à moi de poser des mots. Donc vous voyez, je crois qu'il faut aussi trouver la manière juste pour être à un endroit qui vous correspond. Une dernière question avant que vous puissiez d'ailleurs discuter avec Laurent Godet derrière ses livres. Alors, je voulais vous dire merci parce que vous m'avez inspiré. J'ai lu votre roman Eldorado et ça m'a donné envie d'écrire sur l'immigration, sur les migrants. Et je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que le terme migrant moi, je le trouve laid, en tout cas, personnellement. Et j'ai essayé de chercher un autre terme. Traverseur m'a semblé un terme peut-être un peu plus adéquat. Mais en tout cas, voilà, merci d'avoir été une source d'inspiration. Je voulais vous demander quels sont les auteurs qui vous inspirent, vous-même, qui vous ont inspiré pour l'écriture de ce livre, ou en général pour écrire, et quel est votre processus d'écriture? C'est-à-dire, est-ce que vous écrivez le matin, le soir, en pleine nuit? Est-ce que vous écrivez vite, doucement? Est-ce que vous laissez reposer? Quel est le processus organique, je dirais, de votre écriture? Alors, le processus organique, il varie selon la vie. J'ai des préférences, mais moi, j'aime beaucoup l'idée que je prends les choses inversement. Je n'aime pas beaucoup l'image de l'auteur, vous savez, qui serait dans sa tour d'ivoire, déconnecté de tout, et qu'il ne faut surtout pas déranger parce qu'il écrit. Et on peut le laisser comme ça pendant des heures, des jours, on met la gamelle devant la porte et il mange. Ça ne correspond à rien dans ma vie. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent comme ça, par exemple en s'isolant, en étant loin de tout. Moi, si vous m'isolez, je n'écrirai pas. S'il n'y a pas un café quelque part où je puisse aller pour entendre le bruit des conversations, ça va moins bien se passer. Donc j'ai besoin d'être au cœur de la vie. J'ai toujours écrit. Alors j'ai un bureau, un joli bureau qui est dans une pièce qui devrait être la pièce qui m'est réservée, parce qu'il y a tout mon bordel, pour le dire concrètement. Mais comme par hasard, depuis 20 ans, c'est pas sur là que j'écris, c'est sur la table de la salle à manger. Et donc, à chaque fois, on me pousse parce qu'il faut mettre la table. Et c'est quand même sur cette table-là que j'écris. C'est-à-dire c'est sur la table de la vie commune de la maison dans laquelle je vis que j'écris. Et si ce n'était pas celle-là, ça serait sur la table de la cuisine, j'en suis sûr. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai besoin de... Moi, mon écriture, elle est là. Elle est totalement inscrite dans ça, avec l'inconvénient que ça a, c'est que j'ai appris
notamment parce que je partage ma vie avec des tas de gens, une famille, ça s'appelle comme ça. Et donc j'ai appris aussi au gré du temps, notamment quand les enfants n'étaient pas très grands, qu'à un moment donné, si j'attendais d'avoir 3 heures dans la journée pour me mettre à écrire, j'écrirais jamais en fait, parce que les 3 heures de suite, je les ai pas. Maintenant, je les ai récupérées parce que le temps a passé. Mais pendant très longtemps, l'enjeu, il était là. Hein. Une journée de travail, c'était une journée où j'arrivais à voler 40 minutes le matin et j'écris 40 minutes. Après, le chaos arrive et on est pris par 1000 autres choses. Et si j'arrive à revoler 45 minutes vers 17h, ça sera très bien, j'aurais fait ma journée. C'est-à-dire, moi, j'aime bien cette idée que l'écriture, elle se glisse aussi dans les interstices de vie. Ça fait 30 ans que j'écris. J'ai croisé pas mal d'auteurs vivants. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'ait dit « Oh là là, moi j'ai le temps que je veux ». De toute manière, même quand on est comme moi, ce qui est une chance inouïe, je ne fais que ça. Je n'ai pas d'autre métier. On n'est pas beaucoup à ne faire que ça. Moi, je suis en frustration de temps permanent. Même aujourd'hui où mes journées sont plus sereines et où j'ai parfois 3 heures de suite, si vous me demandez, j'ai l'impression que j'ai jamais assez de temps pour écrire. Et finalement, je pense que l'écriture, elle se fait comme ça, elle se fait sur la frustration en fait, elle se fait sur la frustration du jour. On y va, il faut que ce soit concentré parce qu'on sait qu'on n'a qu'1 heure. Donc, pour vous répondre, idéalement, je suis quelqu'un du soir. Donc moi, je sais que pendant très longtemps, quand j'étais jeune étudiant et tout ça, je travaillais la nuit jusqu'à 3 heures du matin. Il y a quelque chose avec la nuit qui m'inspire beaucoup, qui me plaît, le silence aussi dans l'appartement, que ça soit du temps volé sur le reste du monde est très important. Mais j'ai appris à ne pas le faire parce que quand il faut être au petit déjeuner à 7 heures, on ne peut pas travailler jusqu'à 3 heures du matin. Enfin, on peut le faire une fois, mais on ne va pas tenir toute la semaine. Donc, au gré des différents moments de ma vie, en fonction des gens qui m'entouraient, j'ai aussi appris à caler l'écriture. Et j'aime bien cette idée-là aussi que c'est à elle de s'adapter et pas le contraire. Mon seul grand regret, c'est que je n'arrive pas à travailler ni dans les trains, ni dans les hôtels. Parce que là, je gagnerais un temps infini. J'aurais déjà écrit 2 romans de plus chaque année. Mais non, il faut que je sois chez moi quand même. Donc c'est le seul. Et pour finir de vous répondre, je suis un vieux dinosaure, donc c'est à la main avec un stylo et du papier. Voilà. Merci Laurent Godet. Je vous en Merci prie. beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Merci d'avoir suivi cette nouvelle rencontre de notre saison littéraire sur Ici Rueil. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes d'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour un nouvel épisode.